Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour le podcast Les athlètes de l'entreprise avec Jean-Pierre Dolly aujourd'hui. Je m'appelle Gwenel Cinquin. Je suis dirigeant de l'ODL et créateur du concept Campus Club Formation. Campus Club Formation, c'est de la formation et du conseil dans les domaines des activités physiques et cérébrales au service de la performance, de l'épanouissement, de tout ce qui va au titre personnel et professionnel. Et donc, on est ravis aujourd'hui d'accueillir dans ce podcast Jean-Pierre Dolly, qui a lui travaillé dans l'entreprise, qui a aussi travaillé dans le sport. Et c'est pour ça que je me suis permis de l'accueillir. Et comme vous voyez, d'habitude, les podcasts, on a un arrière-plan qui est en visio. Et ici, on a quand même la chance d'avoir un point de vue assez sympathique parce qu'on est à la presqu'île de Conlo à Vannes, à l'établissement Le Best Western Le Rouf. Et on remercie Mathieu, le directeur, qui nous accueille aujourd'hui. Alors, quelques mots pour présenter Jean-Pierre. Jean-Pierre, déjà, tu es en forme? Impeccable, Ouais, impeccable, formidable. Puis, dans cette, atmosphère, c'est quand même génial, quoi. c'est quand même génial. On a cette chance. En plus, on est vendredi, donc c'est pas mal, hein. C'est pour démarrer, je trouve que c'est pas mal. Extraordinaire. Pour un Un podcast. bon pré-week-end. Alors pour, une longue carrière, hein, tu m'avais envoyé ça, je te connaissais, puisqu'on avait déjà, eu l'occasion de travailler ensemble pour une conférence et j'avais vraiment dans la tête quand j'ai monté le podcast de t'inviter, d'être dans les premiers invités et parce que tout ce que j'ai pu, voir de toi, ce que tu as pu expliquer, m'avait vraiment parlé. C'est la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui. Alors dans les principales choses concernant Jean-Pierre, hein, il voulait, devenir prof d'EPS, donc il avait déjà un bout de sport bien trempé pour commencer. Et puis, alors, c'est ce que ça, j'avais découvert, recalé à la visite médicale. Il y avait une raison avouable ou pas sur la visite médicale? Oui, il y a une raison avouable, il fait partie du baby boom évidemment et donc il y avait beaucoup de candidats et j'ai été élu puisque j'ai fait la première année, mais ils m'ont découvert une anomalie à la colonne vertébrale que j'ai jamais souffert vraiment. J'ai eu, bon, à partir de 40 ans, des lumbagos, des sciatiques, mais liés au sport que j'avais fait évidemment. Mais c'était éliminatoire, voilà, donc j'ai pas pu continuer le professorat. Entre nous, j'ai jamais regretté. J'ai fait plein d'autres choses après. Qui était passionnante aussi, j'imagine. Donc, tu as continué à faire du sport, hein, c'est ce que tu as noté, donc qui t'ont amené, dans tout ton cursus, on va dire, de formation, qui t'ont amené à travailler après 10 ans, chez Renault et puis une vingtaine d'années ensuite, chez Danone, hein, dans des postes, à la fois de RH, de direction générale. Et puis tu as créé un cabinet de conseil aussi en organisation et management RH, qui s'appelle, Dolly Partners. Et la formule, accordeur de talent, hein, tu en as d'ailleurs, fait un livre et on y reparlera. On en reparlera d'ailleurs dans le questionnaire qui a une belle formule pour accorder les talents à la fois dans le sport et l'entreprise, hein. Donc, j'ai bien aimé aussi dans ton portrait, on va dire, la notion, on y reviendra aussi, de management interculturel, hein, au niveau international, puisque tu as eu la chance aussi de voyager et de travailler, à l'étranger pour un grand groupe. Et puis, tu partages ton expérience, maître de conférence à l'ESCP Europe et professeur au STAPS de Nanterre et donc différents livres dont «L'accordeur de talent» dont on parlera tout à l'heure. Alors ton objectif, c'est d'initier, et contribuer à la mise en place de politiques et pratiques sportives dans l'activité actuelle que tu occupes de conseil, avec l'objectif de fédérer, motiver l'ensemble des salariés et la partie prenante autour, des valeurs, du sport avec l'engagement, le courage et toutes les valeurs importantes du sport. Un point, également qui est essentiel, surtout une année, post-olympique, voilà, parce que ça a été, des jeux qui ont marqué, la France, je pense et tu es aussi dans le parasport et notamment dans un groupe de travail, qui est sport, handicap et intelligence, collective. Donc un élément, important aussi de ta carrière. Et tu interviens dans le monde, du sport en général, dans le foot, le cyclisme, voilà, le basket bientôt, si tu as envie de suivre. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, pour une prochaine. Je sais que tu croises bientôt un de mes partenaires, Jean-François Martin, qui est lui dans le basket. Vous intervenez ensemble, je crois, bientôt à l'IAE d'Angers. Donc voilà, il y a pas de hasard dans la vie, on se croise quand on a des motivations communes. Donc tu animes régulièrement des conférences ou formations et tu participes aussi à des podcasts comme celui qu'on fait cet après-midi. Et c'est ainsi que tu as créé et animé aussi à une époque, grâce sans doute à ces interventions-là, à la demande d'Aimé Jacquet, hein, qui est, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de foot, hein, qui était à l'époque DTN du football et des formations que tu as données donc, pour la partie gestion RH, directeur de centre de formation pour la Fédération française de football, hein. Les CTR, CTD, voilà et les entraîneurs qui passent le diplôme de DEPF, hein, qui est le diplôme officiel des entraîneurs
professionnelle. Et tu as suivi l'équipe de France dans le staff pendant 6 ans, entre 2004 et 2010. Et tu as également, dans un autre registre, parce que tu es multi-activité, on parle du sport et de l'entreprise, mais ça dépasse bien tout ça aussi dans toutes tes différentes missions. Et en particulier dans le football, tu as participé à un programme qui s'appelle le DMVE, 10 mois vers l'emploi, qui était organisé par le syndicat national des entraîneurs de football, pour le coup, destiné donc aux éducateurs et entraîneurs de foot sans emploi. Effectivement, il y a une vie après le sport de haut niveau aussi. Et donc, tu as travaillé activement. Et tu accompagnes des sportifs, des coachs de haut niveau, pour dans leur repositionnement professionnel ou rebond. Ça va bien avec le basket, le rebond. Ouais. Il y a un peu de signe quand même. Et puis tu accompagnes amicalement, c'est le mot que tu as employé depuis plusieurs années, les équipes cyclistes professionnelles d'Arkea. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs physiquement la première fois, puisque tu suivais l'équipe féminine qui était en compétition en Bretagne. Et on s'était croisés lors de cette compétition. Depuis, tu es également en 2019 président de l'association Arkea Pro Cycling Team. Et tu es membre, pour terminer cette longue présentation, mais quand on a une belle carrière comme ça, c'est important de commencer par cela. Tu es membre du conseil d'administration du CERAL, Centre d'études et de recherche Amérique latine. On va comprendre pourquoi, ou tu vas nous en dire peut-être un petit mot en introduction. Et du comité stratégique de Alpha, Chambre Argentino, donc on y revient un peu, française du business. Donc Jean-Pierre s'investit également dans un projet vitivinicole, sociétal, dans son pays d'adoption, l'Argentine, et a présidé auprès de son ami chef d'orchestre Michel Podolac le fonds de dotation Les Amis d'artistes en mouvement, destiné à créer des spectacles vivants. Donc, un peu comme un peu la baseline du Campus Club, on parle d'activité physique, d'activité cérébrale. Il y a tout ce qui rentre aussi dans le culturel, qui t'attire aussi au-delà du sport, quoi. Absolument. Alors, pourquoi l'Argentine, avant qu'on attaque peut-être les questions officielles là, du podcast? Donc j'ai fait oui, une vingtaine d'années dans le groupe Danone et j'ai contribué d'ailleurs modestement, mais à mon niveau, à l'internationalisation du groupe. C'est-à-dire que mon job à un moment était directeur général du développement social, socio-économique du groupe. Et donc quand je suis rentré, on faisait 80% du chiffre d'affaires et des effectifs en France. Quand j'ai quitté 20 ans après, et c'est le cas maintenant, on fait 80 à 90% du chiffre d'affaires et des effectifs à l'étranger. Donc j'ai contribué voilà, à développer le groupe en Europe de l'Est après l'écroulement du mur de Berlin, sur le continent américain, un peu partout dans le monde. Et en Asie, mais j'ai pas beaucoup touché à l'Asie. Et donc un beau jour, voilà, j'étais candidat pour partir. Et puis un beau jour, le patron, Franck Ribou, me dit: «Viens avec moi, on va faire le closing du rachat du leader du biscuit argentin». Donc nous partons. Donc il y a la signature de l'achat de cette boîte qui s'appelle Bagley. Et c'est un vendredi, donc on passe le week-end à Punta del Este, parce qu'il voulait faire son golf. Et le lundi matin, au petit-déj, il dit: «Bon, moi je rentre, mais toi tu restes là». Ah bon, je reste là, mais Franck. Alors, c'était un cadeau ou une punition, alors, Jean-Pierre? Ah non, non, et Franck, tu sais que j'ai une femme, 2 enfants, on est à 12 000 kilomètres de la France, faut peut-être que je rentre quand même là. Ouais, tu peux rentrer, mais tu reviendras. T'es le patron de l'Argentine, quoi. Et le premier expatrié. Donc voilà, et finalement, c'est très bien tombé, parce qu'il me l'a vendu aussi en me disant: «T'aimes les grands espaces, t'es originaire de l'Aveyron, t'aimes le foot, c'est un pays magnifique, ça va te plaire, et tu vas bien développer le groupe ici». Ok. Donc ce que j'ai fait pendant 4 ans et demi, j'y retourne en gros tous les 2 ou 3 ans, puisqu'avec des amis, on a monté un projet effectivement vinicole depuis une dizaine d'années. Donc on fait du vin à Mendoza, à 1000 kilomètres de Buenos Aires, au pied de la cordillère. On fait aussi de l'huile d'olive d'ailleurs, qui est très bonne. C'est aussi un motif pour revenir voir des amis. Voilà. Donc j'y étais encore là, décembre dernier. On a fait un beau voyage aussi au Chili, sur l'île de Pâques, qui est extraordinaire. Bon, voilà un peu le pourquoi. Et c'est un pays. Alors, la semaine prochaine sort un bouquin sur l'Argentine que j'ai écrit comme un fil rouge depuis 20 ans, que j'ai intitulé Mucho Más, qui veut dire beaucoup plus. Et
pour montrer aux Français ce qu'est ce pays qui connaît et qui adore la France et les Français. Ce qui n'est pas partout le cas dans le monde. Donc là, Sauf au football. sauf- J'adore la France et les Français. si, parce que justement, j'étais là-bas en 98 et j'étais un héros, parce que j'étais un des rares Français et on a battu leurs ennemis jurés qui étaient les Brésiliens. Alors ça, c'était la fête là. Ah, on était des héros. Non, voilà, donc c'est un pays. Dans ce bouquin, j'explique que l'Argentine, c'est plus que les Français n'en connaissent. Ils connaissent les stéréotypes, Maradona, le tango, bon, la viande. Là, j'ai écrit une dizaine de chapitres sur le foot est plus qu'un sport, le assado est plus qu'un repas, le maté est plus qu'une boisson, etc., etc. Voilà, ce qui m'a le lien, se continue avec ce pays que j'adore, où j'ai passé, même pas seulement moi professionnellement, mais même avec la famille, on a passé 4 ans et demi des plus belles de notre vie, quoi. Ok, bah dis donc, ça fait une belle introduction, hein. Donc le ballon rond qui est là, donc qui t'a emmené. Alors c'est pas le ballon qui t'a emmené là-bas, mais c'est plutôt le Mais si, c'est le ballon, ballon un peu quand même. mais c'est l'Argentine qui m'a permis d'être dans le foot parce que j'avais joué quand j'étais jeune, jusqu'en honneur régional, on va dire, ce qui est pas un très haut niveau, mais bon quand même. Et j'ai fait la connaissance d'un monsieur extraordinaire, qui malheureusement est décédé beaucoup trop tôt, José Farias, qui a joué longtemps en France, au Racing Club de Paris, à Strasbourg, à Toulouse et il a fini au Red Star et un de ses meilleurs amis en France, c'était Aimé Jacquet. Et donc on l'a laissé tranquille, pendant la coupe du monde. C'était mieux. Mais après la coupe du monde, déjà, il a été un peu secoué avec tout ce qu'il avait pris dans la tête, avant. Mais on l'a fait venir en Argentine pour lui faire découvrir le foot argentin, et également faire des conférences avec les entraîneurs argentins, qui étaient avides de savoir comment la France avait gagné le mondial, quoi. Comment c'était organisé, la formation, etc. Et José, avant de partir de France, avait passé le fameux diplôme d'entraîneur professionnel de foot. Et il était en train de créer une école d'entraîneurs, tout est privé là-bas, une école d'entraîneurs chez lui à côté de Buenos Aires. Et il m'a demandé de l'aider. Donc, je l'ai aidé sur le plan organisation, management, RH, communication, marketing, commercial un peu. Et lui, il faisait tout le terrain, tactique, physique, stratégie, etc. Donc voilà, j'ai fait ça et on a créé, on a été les premiers à gagner la Danone Cup, qui était un espèce de tournoi mondial de Benjamin avec Boca Junior. Et ensuite, on a créé la Danone World Cup pour les salariés et même la Danone World Cup Junior pour les enfants des salariés. Donc on était très axé sur le foot, évidemment. Grâce à José, j'avais pris Mario Kempes comme public relation pendant le mondial. Pas mal, un peu connu aussi, hein. Ouais. Oui, absolument. Et puis, voilà, c'était marrant parce que tous les samedis, on avait la possibilité de jouer dans l'équipe de France d'Argentine. Et j'y allais pas tout le temps parce que j'étais pris aussi, mais j'y étais plusieurs fois. Donc, on avait les maillots de l'équipe de France et c'était pour la plupart des joueurs qui avaient joué en France. D'accord. Par exemple, à Nantes, Trocero, Bargas, El Potro Dominguez qui avait joué à Nice, Fernando Sapia qui a joué à Metz et à Lille. Une fois excellent d'Argentine, il jouait dans cette équipe. Exactement. Ouais. Était maillot de l'équipe de France. Avec les maillots de l'équipe de France, donc c'est Extraordinaire. c'est extra. Donc voilà, on a fait tout ça et puis Aimé me dit: «Il va falloir que tu m'aides» parce que, bon, après le mondial, on m'a nommé, directeur technique national du foot. C'est un boulot très administratif, bureaucratique. De mon bureau, je vois les jeunes s'entraîner, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. D'ailleurs, j'y vais. Donc il faut que tu m'aides. Donc j'ai encore plus travaillé la question, en off, tout ça, parce que j'avais un métier quand même. Donc le soir, le week-end. Et puis finalement, j'ai mis en place, avec son accord, une organisation et surtout, j'ai mis des formations. Donc pour ce que tu as dit dans l'introduction, c'est-à-dire essentiellement pour les 35 directeurs de centres de formation, pour les CTR, CTD, et puis j'ai fait la partie management du DEPF, qui s'appelle maintenant BEPF. D'accord. D'État, brevet d'État, quoi. Ça, Voilà, voilà. Et alors après la catastrophe de Corée-Japon en 2002, Oui. on est éliminé au premier tour. Oui, ouais, ouais. Et la moindre catastrophe, mais quand même, au Portugal, 2 ans après, à l'Euro, j'ai osé écrire un projet, gagner le mondial 2006. D'accord. Ça a beaucoup plu à Aimé. Il est parti au Conseil fédéral, Assemblée générale avec ce dossier.
Et puis voilà, il a fait nommer son adjoint, Domenech, comme nouveau sélectionneur. Ok. Et voilà, il a suivi tout ça évidemment parce que sans le projet et puis sans Aimé, Domenech, il n'aurait pas pu être Ouais, sélectionneur. à l'époque. Voilà. Voilà un peu l'histoire. Et je suis resté donc, j'ai développé avec le staff le projet pendant 2 ans. Et entre autres, au coup de boule près de qui tu sais, Oui, on on en aurait, parlera. on aurait dû gagner ce mondial contre les Italiens, on va les dominer. Et puis après, ça s'est un peu délité parce qu'il y avait de gros problèmes de dirigeants, de joueurs aussi, parce que tous les 98 qui avaient été jusqu'à 2006, ils avaient pris leur retraite. Ouais, ouais. Donc les vieux étaient vieux, les jeunes étaient jeunes. Il y a Euh, des générations intermédiaires. et puis il n'y avait plus de projet surtout, quoi. Ouais. Et donc, tu es passé à autre chose. C'est vrai. Voilà. Ah bah, super. Ça fait une super belle introduction, on va dire. Merci, merci Jean-Pierre encore pour ça. Donc, alors le thème qu'on a choisi, le fil rouge, je sais pas si je vais dire le thème ou le fil rouge, mais hein, c'est l'application des principes du sport de haut niveau. Hein, donc, tu as fréquenté de très près en équipe de France de football, hein, et puis même à différents niveaux d'ailleurs. Et ça ruisselle aussi dans ton quotidien à l'époque chez Danone jusqu'aux salariés, puisque tu parlais du tournoi où les salariés participaient. Puis ça, c'est une clé. On y reviendra peut-être dans notre échange, mais on parle du sport de haut niveau et puis on parle de la gestion des organisations, du leadership en entreprise. Hein, c'est ce qu'on va aborder dans la dizaine de questions qu'on a prévu de faire cet après-midi. Alors, si tu me permets une petite précision, c'est vrai que j'ai beaucoup donné dans qu'est-ce que le sport ou l'activité physique et sportive peut apporter à l'entreprise. Maintenant, je suis beaucoup plus concentré sur l'inverse, D'accord. c'est-à-dire sur qu'est-ce que l'entreprise peut apporter au monde du sport. Je ne sais pas toi ce que tu en penses dans le basket, mais moi j'ai trouvé que dans le foot, et dans le cyclisme, et aussi j'ai fait quelques escapades dans la natation, le water polo, dans le judo. Je trouve que c'est dommage que les clubs et les fédés ne s'inspirent pas de méthodes d'organisation et de management qui marchent dans l'entreprise. Je suis toujours surpris, moi, de voir des grands patrons qui sont les sponsors de clubs, Qui donne beaucoup d'argent qui d'ailleurs. donnent beaucoup d'argent, mais ils n'appliquent pas ou ils ne font pas appliquer à leur club ce qu'ils appliquent à leur entreprise. C'est sûr. Sur le recrutement, sur la formation, sur la rémunération, sur l'évaluation, sur la gestion de crise. Voilà, il y a 4 défaites, ils virent leur entraîneur, quoi. Ouais, ouais. Tu as été dans le commercial, moi aussi. C'est pas parce que tu as 4 mois sans vente que tu vires ton Commercial, commercial. ou ton vendeur. C'est clair, c'est clair. Mais il y a plein de choses. Hein. Je pense que c'est vrai que le thème du podcast, c'est les activités physiques et cérébrales au service de l'entreprise, hein, de manière un peu générale, et en particulier le sport, hein, qui a dans l'activité physique, on parle du sport et le sport de haut niveau qu'on vient d'évoquer. C'est aussi vrai par l'ensemble des activités physiques aussi, hein, de manière générale. Et puis, c'est vrai que les dirigeants, ce qu'on a du mal à comprendre pour les dirigeants que je croise parfois, j'en ai croisé un cette semaine là, d'un club pro. Et je pense qu'ils ont du mal à sortir du quotidien, on va dire, ce qui est vrai aussi en entreprise, hein, mais du quotidien qui les met sous pression, c'est-à-dire la pression des résultats, la pression des budgets à boucler, surtout des sports alors, collectifs, quand on sort du football, qui a beaucoup de moyens, mais beaucoup de dettes aussi, hein, tu me diras, mais à moindre échelle que le basket français, par exemple, où les budgets ont grossi ces dernières années, mais les équipes, on va dire, les staffs autour ont du mal à se dire, il faut qu'on s'organise différemment, il faut qu'on fasse des choses différentes, c'est-à-dire au-delà de vendre des places VIP, au-delà de mettre des marques autour du terrain ou sur les maillots, ça, c'est de la collaboration, mais on peut aller bien au-delà de ça Bien sûr. avec un club. Et c'est tout l'enjeu de ce que je défends. C'est très bien et moi aussi parce qu'il y en a vraiment besoin. Alors modestement à notre niveau, hein, on est des colibris, Tout à fait. Au mastodonte du sport d'entreprise. on apporte nos gouttes d'eau, mais Ouais. en même temps, apparemment ça donne des résultats, hein. Je ne serais pas resté 15 ans dans le foot si je racontais que des bêtises. Des bêtises, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, pour les quelques questions, on va démarrer donc la question officielle numéro 1, après avoir fait cette question d'introduction, avec cette belle introduction sur l'Argentine et toute ton histoire qui ruisselle autour de ce voyage-là qui commence avec Franck Ribot, bon, quelqu'un qui est un peu connu aussi, hein, pour le coup. Et donc, tu as parlé de ça, hein, du staff de l'équipe de France que tu as accompagné, voilà, soit dans du projet pendant 6 à 10 ans. Et quel enseignement clé de cette expérience tu pourrais appliquer à la gestion des organisations et au leadership de l'entreprise? Donc, tu dis l'entreprise, sans doute, à ce moment-là, tu as apporté des choses, toi, ta vision de l'entreprise, d'après ce que j'ai compris, de dire, bah, moi, j'ai été DRH, je vais vous aider déjà à structurer un peu les recrutements, le pilotage, les formations, ce que tu as évoqué. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu as puisé, toi, pour ramener en entreprise ce que tu as observé? Alors,
Quand j'ai élaboré ce projet dont j'ai parlé, gagner une mondiale 2006, je me suis évidemment inspiré de ce que j'avais appris chez Renault et Danone. Mais c'est vrai que pour fabriquer une nouvelle voiture ou monter une nouvelle voiture ou fabriquer un nouveau yaourt, c'est pas tout à fait la même chose que gagner un mondial de foot. Mais en même temps, la méthode de conduite de projet, c'est exactement la même. Et je dirais qu'à la limite, c'est plus facile dans le foot, puisque là, en l'occurrence, il y a des paliers. Les paliers, c'était les qualifications. Voilà, il y a un groupe, et puis chaque mois, tous les 2 mois ou 3 mois, il y avait des matchs qui nous permettent d'être qualifiés. Après, il faut faire toute la préparation pour le mondial. Ils ont été très réceptifs à ce que j'ai essayé modestement et intelligemment d'appliquer. Par exemple, je découvrais qu'il y a un match, par exemple, un vendredi, les joueurs arrivent le lundi après-midi, mais le staff aussi. D'accord. Et là, je dis, c'est pas possible. Il faut que le staff vienne au moins le lundi matin, voire même le dimanche, D'accord. pour préparer tout. Deuxièmement, après la fin du match, tout le monde part chez lui. Parce qu'en fait, les joueurs, il y a 23 joueurs. Les 23 joueurs, c'est pour une compétition, hein. C'est des jeunes donc de 20 à 32, 33 ans. Et puis, il y a 23 staff qui sont de 30 à 60 ans. Et à part le sélectionneur et ses 2 adjoints, tous les autres ont un boulot à côté. Sinon, regarde, en ce moment, il y a 4 mois sans match. Heureusement qu'ils ont un boulot à côté. C'est trop, ça, c'est Donc, ils repartaient. Et j'ai dit, c'est pas possible. Là. Il faut s'inspirer de ce qu'on fait en entreprise, pas dans toutes les entreprises, mais on a la chance de le faire, qui s'appelle le feedback, et que les militaires appellent le rétex, voilà, retour d'expérience. Parce qu'on ne va pas, après chaque rassemblement, on ne va pas réinventer l'eau chaude, quoi. On va tenir compte de est-ce que ce qu'on a prévu, ça s'est bien déroulé, est-ce qu'il y a eu des accros, lesquels, etc. Bon, voilà, donc. Là, tu emmenais l'entreprise vers le pour le coup, Oui. l'entreprise vers le sport À l'inverse, et à l'inverse, ouais. je trouve, moi, que un staff je l'ai vu ailleurs d'ailleurs, un staff d'équipes sportives de haut niveau, il a apporté, j'allais dire, plus que les joueurs. Les joueurs, c'est facile, voilà, si on a la chance de faire venir un joueur en activité dans une entreprise, bon, les gens vont prendre leurs pieds, quoi. Ils vont être contents, il va faire des autographes à la fin. C'est l'admiration, ouais. Mais so what, quoi? Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce que j'en fais derrière? Alors que des entraîneurs qui ont réfléchi un peu, et qui savent expliquer comment ils fonctionnent, comment ils sont organisés, la stratégie, la vision, l'organisation, les systèmes qu'ils mettent en place, etc. Moi, je trouve ça très intéressant, et d'ailleurs, je le fais de temps en temps avec certains entraîneurs. Je trouve que c'est plus riche et plus intéressant pour les entreprises de découvrir ça, parce que c'est la face cachée, Ouais. un peu du spectacle. Au-delà, le spectacle, c'est les joueurs, les matchs, et derrière, il faut voir toute la tendance qu'il peut y avoir, hein. Par exemple, l'homme sécurité, c'est un militaire détaché pour l'équipe de France. Il a un boulot considérable qu'on ne voit jamais, on ne le voit pas. Ouais. L'intendant, Hein, hein. celui qui prépare tous les vestiaires, les maillots, enfin, etc. Tout ça, là, ça doit être d'une précision vraiment très fine. Et moi, quand je l'ai présenté à des entreprises, elles étaient un peu Sur le cul, quoi. comme on dit, oui, Et allô? de voir ce luxe de détails. Par exemple, pour le mondial de 2006, on avait préparé à l'heure près, voire même parfois à la minute près, tout ce qui allait se passer entre le moment où on allait partir à Tignes pour Le stage de stage de pré-compétition, pour le coup, ouais. et puis après, pendant la compétition, voilà, jusqu'au moment où, voilà, l'idéal, c'est d'aller jusqu'en finale, et ça aussi, les gens s'en rendent pas compte, mais dans l'entreprise, c'est quasi impossible, quoi. Imaginez-vous, donc c'est 23 jeunes de 20 à 32 ans, et ces 23 adultes de 30 à 60 qui sont dans un bunker, petit déjeuner, dîner, Vase clos. avec un match tous les 3-4 jours, donc beaucoup de temps libre. Je pense qu'avec vos conjoints, vous aurez du mal à tenir 7 à 8 semaines, Ouais. quand vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la finale, hein. Ouais. Donc voilà, il y a ces éléments-là à retirer. Alors après,
ça dépend aussi de la personnalité des, coachs, voilà, mais par exemple, le préparateur physique, qu'on avait à l'époque, il a créé une salle et il avait beaucoup de gens d'entreprise qui venaient. Parce que voilà, il adaptait ce qu'il faisait dans le sport de haut niveau avec l'équipe de France à des personnes, voilà, d'entreprise. Et il amenait l'activité physique dans une entreprise, qui est quand même, quelque chose d'assez dynamisant, hein. Moi, j'ai connu, la piscine chez Brioche-Pasquier, hein. À l'époque, ils avaient mis une piscine à l'arrière de l'usine parce qu'il fallait faire une réserve d'eau, tu vois? Et les gens allaient faire de l'activité, allaient nager, voilà. Dès qu'on emmène l'activité physique et le sport dans l'entreprise, ça c'est Et puis bon, bah, il y a les choses, évidemment, hyper connues maintenant qui sont, bah, toutes les valeurs que transmet le sport. L'esprit d'équipe, la solidarité, l'abnégation, le sacrifice, la volonté de gagner, la performance, toutes ces valeurs-là, face notamment à des commerciaux, mais pas seulement, c'est des thèmes qui parlent, quoi. Voilà, moi je me régalais de, voir transposer ce que j'avais appris à la fois en RH, en production chez Renault et en RH et commercial, puis direction générale chez Danone, le transférer dans le sport et réciproquement. Avec, voilà, je me rappelle par exemple on sortait 4 produits nouveaux chez Danone. Donc j'avais fait venir un pote qui avait fait de l'athlétisme avec moi, et il était DTN de l'athlétisme. Et comme il y avait 4 produits, j'ai pas eu beaucoup de mal à refaire un relais, quoi. Donc on a fait une journée sur le thème du relais, donc avec du vrai relais, quoi. Lui il nous coachait, enfin, pour faire des relais avec mixtes, avec des hommes, des femmes, et des vieux, des jeunes. Une équipe de vente d'une centaine de personnes quand même, hein. Et puis à la fin, un peu plus ludique avec des plateaux. Enfin, le relais, c'était un plateau avec les nouveaux produits, quoi. Il fallait comme les serveurs, qui font le tour de Paris avec leur exactement, plateau, ouais. exactement, Ouais, voilà. c'est Voilà, c'est un peu ça. Et donc toute cette journée, les vendeurs ont bu les paroles de cet ami qui était venu, voilà, raconter un peu son job de DTN, quoi. les principes du relais, c'est pas mal pour imager, ah oui, 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 oui. Un beau, je sais que c'est ce que tu mets aussi parfois dans les visuels de tes conférences. Oui, C'est ça. et puis j'ai un petit film, ouais, qui montre, l'importance du bâton. Voilà, Attends, l'important, c'est pas tant les 4 attendez. athlètes, c'est le bâton. C'est le dossier aussi, c'est le dossier qu'on se passe. Quand on est sur un dossier, donc là, je parlais de projet, C'est la même on fait passer le dossier, bah voilà, on a préparé le dossier, on l'envoie à son collègue dans de bonnes conditions. Voilà, comment. si un Ça, si un responsable R&D ne s'entend pas bien avec le responsable marketing, si le marketing s'entend pas bien avec la production et le commercial, ça foire. Parce que tout va se passer dans les interstices. c'est clair. C'est Reynald Dedouex, un compte-entraîneur de Nantes, qui Ouais, c'est disait: clair. «On connaît la valeur d'un joueur Ouais. A, on connaît la valeur d'un joueur B, mais on connaît pas la valeur du joueur AB La liaison. quand ils jouent ensemble». Ouais, ouais. Et même, Aimé aussi le disait, il dit: «Moi, je fais des matchs amicaux, bon, entre guillemets, je m'en fous un peu du résultat. Par contre, je veux voir un 4 et un 5 ensemble derrière, là, un 2 et un 7 ou un 3 et un 11, voilà, un ailier en arrière. Et je veux voir comment ils peuvent jouer ensemble pendant une mi-temps, je change à la mi-temps, comment à 2, à 3, à 4 et puis finalement à Et 11, voilà, et voilà. ils arrivent à faire équipe». C'est quoi? Les liaisons neuronales, presque. Exactement. Ouais. Et quand je faisais le partie management du DEPF, je faisais un débat entre Franck Ribot, mon ancien patron, et Aimé Jacquet, et sur le thème, hein, que le management, l'organisation, c'est quoi? Comment vous faites? Et en fait, sur ce terrain-là, il disait la même chose. Aimé a été champion du monde en 98, sans 2 des meilleurs Français, Ginola et Cantona. Donc il expliquait pourquoi. Et Franck disait: «Moi, pour faire le COMEX de Danone, j'ai besoin de, je sais pas, 6, 8 personnes, mais j'en ai 15, 20 candidats possibles. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je sélectionne ceux dont je sais qu'ils vont travailler avec moi et surtout, ils vont travailler ensemble au niveau du COMEX. Parce que tout va se jouer dans les interstices entre eux». Alors ça fait sens complètement avec notre deuxième question, qui est, accordeur de talents, hein, tu as écrit un livre dessus, donc justement tu dis que les talents, du joueur A, du joueur B, de toute une équipe, on dit, l'addition de tous les talents ne fait pas une équipe. Alors, c'est quoi ton concept de l'accordeur de talent? Alors, bah, c'est, déjà le thème, ma plus grande surprise, c'est que personne n'y ait pensé avant moi. Parce que moi, c'est une évidence, quoi. Alors, elle est pas devenue évidente comme ça, puisque, comme tu l'as dit au départ, j'ai un ami qui est chef d'orchestre et chef de chœur, qui a fait d'ailleurs la préface de l'accordeur de talent. Donc il y a quelque chose à voir avec ça, sur l'accord. Mais c'est les accords de piano qui font les accords. Moi, c'est Dans la musique, c'est des moi, c'est les accordeurs de talent. C'est quoi? Bah,
déjà, je pars d'un principe que tout le monde a un ou des talents, mais ne le sait pas. Donc, il faut les détecter. Et plus que les talents, même, c'est maintenant les atouts. Voilà, c'est quelque chose qui nous différencie, quelque chose, une aspérité, quelque chose que l'on a et que tout le monde n'a pas, quelque chose que l'on a fait et que tout le monde n'a pas fait, ou en tout cas de la même façon. Et donc, j'ai essayé de chercher. Je connais évidemment des managers d'entreprise, je connais pas mal de coachs sportifs, je connais quelques et surtout un chef de cuisine étoilé, je connais un chef d'orchestre, un chef de chœur. J'ai rencontré un ancien leader de la patrouille de France, un aventurier aussi. Bon, j'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce qui fait que ces gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas du tout dans les mêmes mondes, comment ils réussissent dans la durée? Eh ben, ils réussissent dans la durée justement en accordant des talents. Et si tu as la chance de visiter un jour les cuisines d'un 3 étoiles, bah, tu vas voir que voilà, c'est très comparable à ce que tu as dans une équipe de basket, à ce que tu as dans une équipe commerciale, à ce que tu as dans un orchestre. Voilà, un orchestre, un chef d'orchestre, entre guillemets, nomade, qui n'a pas un orchestre attitré, Oui. bah, il nous racontait, je l'ai fait venir avec l'équipe de France, qu'il a un concert un mercredi, il voit son orchestre le lundi. C'est-à-dire qu'il a 2 jours et demi Pour s'accorder. pour s'accorder, voilà. Donc, faut détecter au départ, bien sûr, les talents ou voilà, les chercher, les trouver et puis les accorder. Et c'est ça la finesse du management. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il faut rendre un peu moins introvertis et timides ceux qui le sont, un peu moins extravertis et ceux qui sont sombres, ceux qui ont. Et c'est dans le dosage, quoi, parce De que la régulation presque. exactement, Ouais, ça. on demande à un œuf en foot de mettre des buts, donc d'avoir un peu d'ego, un peu plus d'ego que le demi qui, lui, doit transmettre du goal vers les avants. Roi de transmission. Et voilà, et c'est ça qui fait toute la saveur et toute l'astuce de ces sports collectifs et qu'on retrouve évidemment dans l'entreprise. Je disais sur un COMEX, un comité de direction avec une fonction, une seule personne représentant une fonction, s'ils ne s'entendent pas entre eux, ça va pas, Pas le faire, quoi. marcher. Ça va pas le faire. Donc si je retiens une chose, c'est de dire, voilà, c'est réguler, le rôle de régulation quand on est manager des talents, réguler l'ensemble des talents que vous avez à disposition. Exactement, gérer les égos, mais gérer aussi les autres, ceux qui n'ont pas peut-être assez d'ego. Talents et voilà. Si, talent, ils l'ont, ils ont tous, pas assez Des talents différents, quoi. oui, pas assez d'ego, pas assez de charisme, pas assez de. Alors, pour des jeunes, c'est compliqué, mais voilà, un 6 et un 8 dans le foot, euh, ils ont moins, entre guillemets, moins de personnalité, moins de charisme, en théorie, que le 10 ou le 9. Et d'ailleurs, les ballons d'or, c'est toujours des 9 ou des 10. Hein. C'est clair. Pas des arrières ou des gardiens. Hein. Mondrian qui, voilà, au Real, lui, il a tordu un peu le cou parce qu'il était plutôt justement au milieu de terrain. Qui ça? Modric. Ah, Modric, ouais, des Dodgers, ouais. Voilà, mais c'est plutôt effectivement des 9 et des 10, comme tu dis. Alors, un autre sujet qu'on a décidé d'aborder, c'est la gestion de la pression, des crises, un enjeu clé aussi pour les dirigeants. Alors, des crises dans les entreprises, il y en a toujours eu. Dans le sport, il y en a toujours aussi. Il y a des clubs ou des équipes qui sont plus sujettes à ça que d'autres, hein, on ne va pas citer de nom, mais voilà, il y a des crises permanentes dans certains clubs. Et alors que certains clubs gèrent ça pas trop mal, on va dire ça. Et la question, c'est comment on peut s'inspirer du sport là, parce que la gestion de crise au sens large, c'est on vient de perdre pendant 4 mois, on perd tous les matchs, et voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore une fois rapporter là dans l'entreprise et dans l'inspiration dans le sport? Alors La là, crise. toujours pareil, c'est toujours ces échanges réciproques. Moi, quand j'ai été le premier donc expatrié pour Danone en Argentine, euh, dans tous les pays où on a été, l'une des premières formations, c'est justement la gestion de crise. Donc, on met en place une cellule de crise et on forme la cellule de crise à la gestion de crise. Ok. En espérant une chose, c'est qu'elle n'arrive jamais. Mais si par hasard elle arrive, et elle arrive inévitablement, un jour ou l'autre, soit une crise alimentaire, par exemple, là on a eu un problème, nous, parce que les, les personnes qui avaient lavé les palettes l'avaient fait avec un produit chimique Ouais. qui remontait dans les Dans les produits, quoi. dans les produits. Bon, bref, des choses comme ça, il faut le prévoir. Donc j'ai transféré dans l'équipe de France et on a fait ensemble, on a fait un guide de crise. Bon, alors entre nous, on ne peut pas tout prévoir. Hein. Là, nous, on a fait du brainstorming. On se disait, qu'est-ce qui se passe si notre bus qui nous emmène de l'hôtel au stade renverse un gamin?
Qu'est-ce qui se passe si le motard tombe, etc. Qu'est-ce qui se passe si on va à Tignes, on fait venir les femmes et les enfants? Il y a des menaces d'enlèvement des enfants de Zidane. Bon, on avait prévu un peu de brainstorming, tout ça. Mais il y a une chose qu'on n'avait jamais prévue, c'était une grève de joueurs. On disait ça. Mais c'est jamais arrivé, ça, c'est jamais arrivé. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, et voilà. Mais ouais, mais c'est la vie, hein. On essaye de tout prévoir, mais. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, je fais une comparaison, c'est une double comparaison d'ailleurs, entre la négociation sociale et la négociation commerciale, peut-être qu'on pourrait y revenir, mais aussi entre un conflit. J'ai connu des conflits, évidemment. Chez Renault et Danone, il y a des conflits hein, avec la CGT Leader et des conflits dans le monde du sport. Par exemple, là, ce conflit d'Afrique du Sud, il y a des leaders sur place, il y a des intervenants extérieurs qu'on ne connaît pas, enfin qu'on Ouais, pas ou influencé. qui ont influencé. Voilà. Et puis, moi, dans beaucoup de grèves, j'ai comment dire, des délégués de mon secteur d'activité, quand j'étais en production, par exemple, qui me disaient on est un peu obligé, c'est le central qui nous demande de faire, mais on ne fera pas trop de dégâts, etc. C'est-à-dire, ils étaient obligés, leur mandant leur disait de faire grève, quoi. Et ils le faisaient. Voilà. Ou des salariés même qui lui disaient voilà, notre délégué CGT veut, alors pour pas me fâcher avec tout le monde, je suis. Mais Mais je suis pas trop d'accord. voilà. Je suis qu'à moitié fier. C'est pareil, hein, c'est toute la. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui se jouent, quoi, à la fois dans le positif pour faire des choses bien, mais aussi, c'est les limites aussi du groupe. Hein, c'est une équipe qui s'entend bien, elle peut faire des choses formidables, mais elle peut faire des conneries aussi, avec des leaders un peu toxiques, voire des gens de l'extérieur qui influencent ces leaders toxiques. C'est mieux la spirale positive qui emmène vers le haut, mais malheureusement, les spirales, elles partent aussi vers le bas parfois, avec des leaders. Donc, pour répondre bien à ta question, la crise est permanente et dans l'entreprise comme dans le sport, ou la pré-crise en tout cas. Et moi, ma recommandation, c'est de se former, quoi. Voilà, et c'est ce que je fais d'ailleurs. Hein. Je fais à la fois dans l'entreprise et dans le sport. Je continue à mettre en place des formations à la gestion de crise ou à la gestion de conflits. Et donc, si je comprends bien, c'est aussi de prévoir un maximum de situations dramatiques ou de crises qui peuvent se passer. Hein, et Et puis, il y a une méthode après. Il y a une méthode. c'est vrai qu'il y a une méthode. Quels sont mes alliés? Quels sont mes ennemis? Sur quel levier je peux jouer? Est-ce que le temps va jouer pour moi? Ou au contraire, il faut aller vite? Enfin voilà, il y a une méthode de réflexion à propos d'une pré-crise ou d'une crise. Surtout dans le monde dans lequel on vit, où il se passe le moindre petit événement, il est tout de suite sur la toile, sur les réseaux sociaux, etc.